Bonsoir à toutes et à tous, il est 20h, une victoire de plus pour la RDC. Le pays a battu le Bénin 1-0 lors de son entrée en lice dans la Coupe d'Afrique de Nations. Théo Bongonda, l'homme du match, de moment fort de cette prouesse de nos léopards, à suivre au début de cette édition. Face à la recrudescence de violations de droits de l'enfant en milieu scolaire, le ministère de la Justice et celui de l'Éducation nationale conjuguent leurs efforts pour lutter contre ces fléaux. Dans un reportage, vous verrez Guillaume Gueffa et Raissa Malou, les deux ministres d'État du gouvernement Souminois II, évoquer le sujet lors d'une séance de travail. Après la reprise effective de services, le centre hospitalier universitaire ex-hôpital du Cinquantenaire a été doté de 25 couveuses et autres matériels nécessaires pour une meilleure prise en charge de la femme enceinte et de nouveau-nés. Plus de détails dans le corps de cette édition, Madame et Messieurs. Voilà tout pour les sommaires. Et bienvenue si vous nous rejoignez sur la RTNC. Joli début pour le léopard de la RDC lors de leur entrée en lice dans la Coupe d'Afrique de Nations. C'est mardi au Maroc. Les Fauves ont battu le Guépard du Bénin par 1-0. Le but est signé Théo Bongonda. On retrouve notre envoyé spécial, Jason Bassakissa. Entrée difficile mais belle pour la République démocratique du Congo, une victoire sur le score étruqué d'1-0 a soldé bien sûr cette rencontre entre la RDC et le Bénin. Théo Bongonda à la 16e minute de jeu sur une mauvaise lecture, on va le dire, de Johan Roche, le milieu défensif béninois. Il en a profité pour envoyer le cuir au fond des filets. Et puis après, les léopards qui ont souffert en deuxième période, puisqu'il y a quand même eu ce but refusé par l'arbitre pour une position litigieuse de Mboukou pour Cédric Bakambou. Mais c'était une équipe des léopards qui a beaucoup plus laissé l'adversaire à l'adversaire le ballon et qui a beaucoup subi. On se dit, plus de peur que de mal, les léopards n'ont pas encaissé. Et donc ça termine ce match sur un clean sheet. Il faudrait maintenant rester concentré pour bien sûr aborder bien le match du samedi prochain. Et oui, une revanche à prendre contre le Sénégal, les Lions de la Teranga qui ont laissé un très mauvais souvenir aux léopards de la RDC il y a de cela quelques mois. C'était à Kinshasa, mais ici nous sommes au Maroc et le match va se jouer d'ailleurs à Tanger dans quelques jours et bien sûr le samedi prochain. Et donc les poulains de Sébastien Dessal, comme il a dit, c'est une victoire tout simplement, bien que l'équipe a beaucoup subi, mais voilà, le mieux à retenir, c'est la victoire de la République démocratique du Congo. Théo Bongonda a terminé homme du match à l'issue de sa performance, mais les léopards ont beaucoup arrangé durant ces jours restants avant, bien sûr, d'affronter les Lions de la Teranga pour le match de ce groupe, pourquoi pas le match de la qualification. Depuis Rabat au Maroc, Jason Maël et Bassakissa pour la RDC. Merci Jason Bassakissa pour toutes ces informations. Au pays, le président de la RDC a échangé avec son homologue togolais, médiateur désigné par l'Union africaine dans le processus de paix en RDC. Blandine Zovo, bienvenue Kabamba et Coco Molichon. Médiateur désigné par l'Union africaine dans le processus de paix en République démocratique du Congo, Faure Esozina Nyasingbe, président du Conseil de la République togolaise, est arrivé ce lundi en début d'après-midi à Kinshasa par l'aéroport international de Njili pour une visite de travail de quelques heures. Cette visite fait suite à la signature des accords de paix signés à Washington sous les bons offices du président américain, cérémonie à laquelle il avait pris part sur invitation du président Donald Trump. Après les cérémoniales d'accueil en présence des officiels de deux pays, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son hôte ont pris place au pavillon présidentiel pour un entretien de plus de 3 heures. Rien n'a filtré de leur entrevue, mais tout porte à croire que les questions d'intérêt commun dans le cadre de la coopération bilatérale qui existe entre la République démocratique du Congo et le Togo ont été évoquées, ainsi que la situation sécuritaire dans la partie orientale de la RDC. Dans le cadre de la mission de médiation régionale lui confiée par l'Union africaine, le médiateur Faure Nyasingbe a été chargé de faciliter une solution africaine durable à la crise qui secoue l'Est de la RDC. Faure Esozina Nyasingbe, président du Conseil de la République togolaise et médiateur désigné de l'Union africaine dans le processus de paix en RDC, a salué l'accord de paix signé à Washington, perçu par l'ensemble du continent africain comme une avancée diplomatique majeure, même si les défis sur le terrain demeurent encore préoccupants. C'est une deuxième visite de travail du président du Conseil togolais à Kinshasa, après celle du 16 avril 2025, juste après sa nomination intervenue
4 jours plus tôt. Bien avant, le président de la RDC a lancé le lundi 22 décembre 2025 à Mankao, dans la commune de Maluku, le travaux de construction de la cité industrielle sino-congolaise et de la plateforme hospitalière Marthe Kassalou, deux infrastructures dont l'aménagement s'intègre au projet d'extension de la ville de Kinshasa. Regardez. Le projet d'extension de Kinshasa prévoit... Voici à quoi va ressembler l'extension de la ville de Kinshasa dans les prochaines années. Kinshasa Kiamona, ou Renaissance de Kinshasa, est le nom choisi pour ce méga projet immobilier situé à une quarantaine de kilomètres du centre-ville, dans la périphérie est. Il s'agit d'un projet d'extension majeure vers l'est de la ville, sur le plateau de Bateke, dans la commune de Maluku. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait le déplacement de cette commune urbano-rurale ce lundi 22 décembre 2025 pour le lancement de travaux de construction de la cité industrielle sino-congolaise et de la plateforme hospitalière Marthe Kassalou, deux infrastructures dont l'aménagement s'intègre au projet d'extension de la ville de Kinshasa. Porté par China East Africa Development, ce projet majeur, vision du chef de l'État, est un investissement d'environ 12 milliards de dollars américains et une implantation de 1200 usines en 5 ans, en raison de 20 usines par parc industriel, ce qui va générer 225 000 emplois directs, dont 30 000 emplois au cours des 12 premiers mois dès le démarrage, a indiqué le représentant du partenaire sino-congolais dans son mot. Au-delà de la cité industrielle, il est prévu la construction d'une plateforme hospitalière infirmière, Mama Marthe Kassalou, qui sera réalisée par le consortium belgo-marocain IIDG-TGCC et financée via un crédit de la Banque publique des investissements France avec la banque allemande Commerce Bank pour 133 millions d'euros. Pour le représentant du consortium de l'entreprise des travaux généraux de construction de Casablanca, la première phase de travaux prévoit la construction d'un grand complexe hospitalier pluridisciplinaire de pointe, d'un centre de référence sous-régional d'oncologie sur une superficie de 36 000 m² et 10 hectares d'aménagement extérieur avec un héliport. Pour le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, il s'agit donc d'un acte politique majeur. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui dépasse largement le cadre symbolique d'un démarrage solennel des travaux. Elle constitue un acte politique majeur, une décision stratégique assumée et surtout une rupture nette avec des décennies d'urbanisation subie, désordonnée et économiquement inefficace. Afin de matérialiser votre vision, Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le gouvernement a fait le choix d'une approche nouvelle, celle de faire de la planification urbaine un levier de développement économique. Et c'est sur ces entrefaites que le chef de l'État a procédé à la pose de première pierre de construction de la cité industrielle et de la plateforme hospitalière infirmière Mama Marthe Kassalou en présence de nombreux officiels. Bien plus qu'un projet immobilier ou infrastructurel, le projet d'extension de la ville de Kinshasa apporte des réponses concrètes aux principales préoccupations des populations quinoises, notamment la cogestion urbaine, les embouteillages, les inondations ou encore l'insalubrité. Dans l'actualité également, une délégation de députés nationaux du Sud Kivu chez la première ministre de la RDC. Au menu de la rencontre, la dégradation de la situation sécuritaire dans la dite province de la RDC, notamment l'occupation d'Ouvira par le mouvement rebelle AFC 123 soutenu par le Rwanda. À Kinshasa, les députés nationaux du Sud Kivu ont obtenu des assurances fermes du gouvernement. Reçue par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, la délégation conduite par le président du caucus provincial, le député Prince Koko Lakantitima, a évoqué la dégradation de la situation sécuritaire dans la province marquée par l'occupation d'Ouvira par le M23. Les élus saluent la détermination du gouvernement à soutenir les forces armées de la RDC ainsi que le Wazalendo engagés sur le terrain. Ils dénoncent également les tentatives de manipulation de la population tout en affirmant leur fidélité aux institutions et au processus démocratique. Nous pouvons vous dire que tous les députés du Sud Kivu sont déterminés à accompagner nos FRDC, nos Wazalendo qui sont sur terrain. Nous sommes derrière
le président de la République, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes derrière notre gouvernement, le seul gouvernement que nous avons. Sur le plan humanitaire, une commission pilotée par le vice-premier ministre de l'Intérieur sera mise en place afin d'accélérer l'assistance aux déplacés internes et aux réfugiés congolais dans les pays voisins. Vous avez plusieurs déplacés internes dans la province du Sud Kivu, dans les différents territoires. Et nous avons plaidé pour que le gouvernement puisse venir en assistance à tous ces déplacés. Nous avons également parlé des réfugiés qui se trouvent dans les pays comme le Burundi. Nous avons des réfugiés qui sont en Tanzanie, d'autres en Ouganda. Nous sommes contents que le gouvernement est sensible à assister ces personnes vulnérables. Nous sommes contents parce qu'il y a une commission qui est mise en place, présidée par le VPM de l'Intérieur, qui regarde déjà ces questions-là. Et nous allons donc, comme groupe, entrer en contact avec lui pour suivre de près cette situation-là d'assistance. Les députés quittent la primature rassurée et appellent la population à maintenir sa confiance dans le gouvernement et le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le retour durable de la paix dans l'est du pays. Et dans une communication dont une copie est parvenue à notre rédaction, le gouvernement de la RDC exprime sa vive préoccupation face aux marches forcées organisées dans plusieurs localités de l'est du pays sous occupation rwandaise par les éléments du M23 agissant aux côtés de forces de défense rwandaises, notamment à Uvira le 16 décembre, à Kamanyola le 19 décembre, à Goma le 22 décembre, à Bukavu-Sake, c'est 23 décembre 2025. Le gouvernement condamne avec la plus grande fermeté ces pratiques inacceptables consistant à contraindre de populations civiles, y compris femmes et jeunes, à participer à de manifestations présentées comme un soutien à la présence illégitime de forces d'occupation rwandaises et de leurs supplétifs. Ces agissements constituent une manipulation politique et psychologique de communautés locales assimilable à une véritable prise d'otage collective. Le gouvernement rappelle avec la plus grande fermeté que toute tentative d'utiliser le Congolais et Congolaises comme bouclier humain ou instrument de propagande pour légitimiser une occupation imposée par un pays agresseur constitue non seulement une atteinte grave à la souveraineté nationale, mais également un crime flagrant contre la dignité humaine. Ces violations répétées inacceptables de droits fondamentaux de citoyens seront sévèrement sanctionnés et ne resteront jamais impunis. Face à ces faits criminels, le gouvernement de la RDC réaffirme sa détermination à protéger la population civile, à rétablir pleinement l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national et à traduire en justice les auteurs et commanditaires de ces actes contraires aux droits humains et aux valeurs républicaines. Le gouvernement salue la bravoure de la population qui résiste à la manipulation de l'ennemi et appelle l'ensemble de la population à rester vigilant, solidaire et confiant dans les institutions nationales ainsi que dans les forces armées de la République qui œuvrent sans relâche pour la défense du territoire, la sécurité des citoyens et la préservation de la paix. Enfin, le gouvernement réaffirme son engagement résolu dans le processus de paix en cours en vue d'un retour durable de la paix, de la stabilité et du développement dans l'est du pays et de l'ensemble de la région de Grand Lac. Poursuivons ces journaux. La commission de défense et sécurité a auditionné hier le vice-premier ministre de la fonction publique sur l'intégration des éléments de FARDC et ceux de la police dans la Caisse nationale des sécurités sociales des agents de l'État. Les détails avec Joseph-Oscar Balkaïj. À la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, était face aux députés nationaux. Les membres de cette commission ont voulu s'imprégner du dossier relatif à l'affiliation des éléments des FARDC et de la PNC à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. Après avoir écouté les questions techniques
et calibrée des élus du peuple, les membres effectifs de la Commission Défense et Sécurité, dans une séance à huis clos, le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a répondu aux dires des élus, aux questions qui lui ont été posées par les députés nationaux et promet d'envoyer d'autres réponses bien structurées par écrit. La Commission Défense et Sécurité poursuit avec cette série d'auditions sans désemparer. L'école nationale d'administration ENA n'est plus simplement une institution de formation, mais un laboratoire d'excellence. C'est en ces termes que le vice-premier ministre de la fonction publique s'est exprimé lors de la cérémonie de certification en ISO 9001 de l'ENA. Nadine Kilocho, Cédric Enina et Moké Malouma pour le reportage. C'est une étape historique pour l'École nationale d'administration de la République démocratique du Congo. L'ENA vient d'obtenir la certification internationale ISO 9001, un label de qualité qui consacre les efforts de modernisation entrepris depuis plusieurs mois. Lors de la cérémonie officielle organisée à Kinshasa, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a salué ce nouveau cap franchi par l'ENA. L'ENA n'est plus seulement une institution de formation. Elle doit être un laboratoire d'excellence, un creuset d'éthique et un lieu de renouvellement des élites publiques. Aujourd'hui, la certification ISO 9001, délivrée par l'Association française de normalisation, AFNOR, vient consacrer de manière tangible et incontestable l'alignement de l'ENA sur cette vision. Elle est le couronnement d'un travail acharné, méthodique et collectif, mené en un temps record. De son côté, le directeur général de l'ENA, Tombo Lamouké, a exprimé sa fierté pour cette reconnaissance internationale et a promis de maintenir le cap avec un personnel engagé et des méthodes modernisées. L'entrepreneuriat institutionnel, c'est ce qu'on a fait à l'École nationale d'administration dans l'implémentation de la norme ISO 9001. Le premier pilier, c'est le leadership entrepreneurial et audacieux, c'est-à-dire un leadership capable de se frayer un chemin dans la complexité, un leadership capable de transformer le lieu aride en terres arables. Pour avoir la légitimité de prétendre reformer l'État, l'ENA se doit-elle elle-même d'être reformée, de refléter les standards d'excellence opérationnelle le plus élevés possible. Avec cette certification, l'ENA s'aligne désormais sur les standards internationaux de qualité en matière de formation et de gestion administrative, consolidant son rôle de locomotive de l'excellence dans le service public congolais. En bref, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, a pris part à la session de décembre du comité de suivi de recommandations issues des États généraux de la communication et médias. C'est mardi 23 décembre à Kinshasa. Parmi les avancées majeures, Patrick Mouyaya a mis en exergue la promulgation de l'ordonnance loi communément appelée loi Mouyaya. Ces textes modernisent le cadre légal de l'exercice de la liberté de la presse, posent de base de la viabilité économique de médias et consacrent le droit de journaliste. Nous y reviendrons avec images et commentaires dans nos prochaines éditions. Et puis l'enjeu stratégique du cyberespace congolais, sujet de mémoire de Master 2 défendu par le général-major Alexis Mutombo au Collège de hautes études et de stratégie de défense Chase de Séverine Pascal Katanda. Devant un jury costaud, l'impétrant du jour, le général de brigade Mutombo Pumbwa Alexis a présenté les enjeux stratégiques du cyberespace congolais. Lors de la défense publique de son mémoire de Master 2 à l'école doctorale du Thiès, le cyberespace n'est plus qu'un espace illidique, il est désormais un espace de conflictualité et que tout État se doit de maîtriser. Il a par la suite martelé sur le cyberespace, un domaine stratégique et souverain. Quelques axes stratégiques ont été proposés devant renforcer ceux déclinés dans le plan national du numérique et la stratégie nationale de cybersécurité avec un accent sur l'intégration de l'état-major général de FARDC dans tous les dispositifs de cyberdéfense et l'élaboration d'une doctrine subséquente. Ainsi, ce travail lui a valu la mention grande distinction. Après débat et délibération, le jury vous informe que ce mémoire est reçu avec la mention grande distinction. La voie reste grandement ouverte pour la dissertation doctorale. La 14e édition spéciale du Trophée Bravo a récompensé certaines personnalités. Parmi les nominés, le directeur général du COBIL, Chimène Dodo.
Au cours d'une réunion présidée par la ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Akacha Bandoubou Lambongo, la commission chargée des gestions des fonds mis à la disposition du territoire de Mwanda a passé officiellement la main à l'entreprise Anser. Pour la commission, il est temps que le projet soit géré par une structure spécialisée. Les plus importants pour elle, c'est l'électrification de la ville de Mwanda. Nous avons connu beaucoup de difficultés dans notre travail. Et nous avons un peu toqué un peu partout. Et avec l'aide de la ministre des Hydrocarbures et de la Militaire, nous avons pu conclure comme ça pour la continuité du projet là où nous nous sommes arrêtés. Malheureusement pour nous, on aurait aimé aller jusqu'au bout, mais nous n'avons plus les moyens de le faire. Alors, il vaut mieux donner à une structure qui est habilitée à faire ce genre de projet. L'essentiel est que Mwanda soit intégré. Le but est atteint. L'Anser, de son côté, restait résolument décidé à électrifier la ville de Mwanda. L'Anser reste résolument décidé à électrifier la ville et que la population peut se dire que le travail avancera, le travail aboutira, ils auront l'électricité pour le bonheur de la population et le développement socio-économique du territoire. Signalant que la commission chargée des fonds mis à la disposition du territoire de Mwanda a été créée par un arrêté ministériel numéro 001 le 13 septembre 2024 pour gérer le 10 millions de dollars américains donnés par la société pétrolière Perenco pour la recherche et pour les projets sociaux au profit de la population de Mwanda. Vous avez suivi 2 échanges pour l'électrification de la ville de Mwanda. Un nouveau transformateur de 10 mégas ampères pour la station de Chiboué dans la province du Kasaï oriental après l'incident survenu sur le réseau haute tension. Ces transformateurs a été acheminé à Mbujimaï via l'aéroport international de Njili. Vetma Kuntima, Edi Chala et Fiston Wavingana. La SNEL SA redonne vie à Mbujimaï, province du Kasaï oriental, avec un nouveau transformateur et la ville de Mbujimaï respire enfin. Après l'incident sur les réseaux haute tension ayant mis hors service un transformateur de 5 mégavolt-ampères, la SNEL SA passe à l'offensive. Sous la vision proactive du directeur général, l'ingénieur Teddy Luamba Mouba, un transformateur flambant neuf de 10 mégavolt-ampères, soit une puissance doublée, est en cours d'acheminement vers l'aéroport international d'Njili. On va mettre les transfos en route vers Chiboué et une équipe d'intervenants sera mise directement à profit pour installer le transfo et le mettre en service. Notre directeur général, professeur, docteur ingénieur Teddy Luamba, a pris toutes les dispositions possibles pour que cela se fasse le plus rapidement possible. Lorsque le chef de l'État donne sa vision, la SNEL est là pour matérialiser cette vision. Et c'est pourquoi le professeur docteur ingénieur Teddy a donné toutes les instructions nécessaires et a pris toutes les dispositions pour que le transport, aussitôt arrivé à Mbujimaï, que la population puisse fêter normalement. Dans la capitale aussi, la SNEL SA multiplie les interventions. Nouvelle cabine Lutundula à Kitambo, remplacement de 2400 mètres de câbles et moyenne tension dans la commune d'Ekalamou et la visite d'inspection des députés nationaux au poste haute tension de Kintsuka. Une série d'actions concrètes qui confirment la détermination de la SNEL SA à moderniser son réseau et garantir l'énergie à tous. Dans un autre registre, Doha au Qatar a accueilli le Forum international sur la lutte contre la corruption. Le forum axé sur la mise en place d'une synergie contre ces fléaux. La RDC était présent à travers le réseau de parlementaires de lutte contre la corruption. Cédric Yenina. Initié par l'Organisation mondiale de parlementaires contre la corruption, ce forum international contre ces fléaux qui a réuni à Doha au Qatar des acteurs venus de plusieurs coins de la planète a mis en relief les enjeux majeurs autour de la bonne gouvernance au renforcement des mécanismes de lutte pour garantir la transparence. Ajoutez à cela l'arsenal juridique de chaque pays. La RDC a été représentée à ses assises par le président du réseau des parlementaires africains contre la corruption, Jean-Pierre Bassiza Pamba, à la tête d'une importante délégation. Au-delà du partage d'expérience, Jean-Pierre Bassiza Pamba a réaffirmé l'engagement des élus de la RDC dans la lutte contre la corruption. Même si le parlementaire est outillé, même s'il a la compréhension effective du problème, mais il bute contre une difficulté d'un système politique. Et donc, ma réflexion, je souhaite
qu'on intègre les difficultés de parlementaires dans l'exercice de l'évaluation, dans l'exercice du contrôle avant qu'on lance cet outil efficace qu'on met à la disposition du parlementaire pour renouveler. Voilà. Un point d'honneur a été mis également sur le rôle du Parlement dans la répression et la prévention des actes répréhensibles. Et cette participation est une preuve de plus de l'engagement de la RDC dans une dynamique mondiale de gouvernance responsable et un pas de plus dans le renforcement des capacités des élus congolais. Il s'est tenu à Kuala Lumpur la 30e réunion de hauts responsables du Conseil de pays producteurs d'huile de palme. La RDC a été représentée par le directeur général de la plantation et huilerie du Congo, Yolande Voka. Cette rencontre stratégique de haut niveau a réuni les hauts responsables techniques et institutionnels de pays membres du CPOPC, notamment l'Indonésie, la Malaisie, le Honduras, la Papouasie, Nouvelle-Guinée ainsi que d'autres grandes nations productrices d'huile de palme. Les échanges ont porté sur l'évolution du marché mondial de l'huile de palme, les enjeux des durabilités, la gouvernance du secteur, la coopération entre le pays producteurs et les opportunités d'investissement responsables. La République démocratique du Congo, qui a le siège en tant que pays producteur, et PHC se met aux côtés de notre pays. Ici, nous avons joué un rôle de facilitateur et nous avons apporté notre appui technique et stratégique pour permettre à ce que le pays, la République démocratique du Congo, ait accès à cette plateforme en tant que pays membre. À cette 13e réunion ministérielle du Conseil de pays producteurs d'huile de palme, la RDC a été représentée par M. Josué Nzangi Kambale, conseiller du ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire. Nous sommes le premier pays africain à avoir adhéré à cette organisation, puisqu'on a été dans des réunions avec les Nigériens, les Ghanéens, qui sont en train de pleurer pourquoi la RDC a été le premier à être adopté dans ces conseils. Mais on a été adopté puisqu'on n'est pas meilleur qu'eux. Peut-être ils ont un niveau de développement plus grand que nous, mais nous, on a été premier membre africain, puisque nous représentons quelque chose sur le plan de l'agriculture. Et nous avons une longue histoire sur le palmier à huile. La présence de PHC à cette étape préparatoire illustre la complémentarité entre les acteurs publics et privés dans la structuration et la transformation durable de la filière palmier à huile. Dans le Congo profond, le ministre national des Infrastructures et Travaux publics a séjourné dans le Haut-Ouélé en mission officielle. Raison avec Damassi Solé. C'est une toute première mission officielle que le ministre congolais des Infrastructures, John Banzalunda, effectue dans la province du Haut-Ouélé depuis sa prise de fonctions. Une province qui lui trouve fort heureusement en pleine transformation grâce à la détermination du gouverneur Jean Bakoumito Gambou, dont la volonté de suivre à la loupe les instructions du chef de l'État en la matière n'est plus à démontrer. Pendant 48 heures, sous la conduite du chef de l'exécutif provincial, John Banza a tout vu et tout écouté. Des travaux de voirie à ceux de construction des édifices d'intérêt commun ont été inspectés de fond à comble avec une forte dose d'admiration de par leur ingéniosité. Il a même assisté à une projection vidéo reprenant des infrastructures qui bouillonnent dans l'arrière-province en vue de se faire une idée claire. In fine, avant de quitter le sol de la bienheureuse annualité, le patron national des infrastructures félicite le dynamisme du gouverneur Jean Bakoumito Gambou et promet un coup de pouce du gouvernement central. J'ai vu une province qui naît et qui avance. Avance parce que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tire la province vers le développement. Ici, il est valablement représenté par le gouverneur Bakoumito, qui fait avec les moyens de la province beaucoup de choses. En tant que gouvernement central, nous allons faire notre part, accompagner la province à se développer. Nous avons visité des chantiers, il y en a plusieurs en marche, il y en a d'autres qu'on doit lancer et ensuite nous allons lancer très vite les travaux de 200 mètres de la piste qui pose problème.
Il s'est tenu en RDC un forum sur la paix et le climat. Le forum a aussi tablé sur la problématique de l'entrepreneuriat écologique. Eugénie Dada Chabani. Les jeunes jouent un rôle important dans la prévention et le règlement des conflits, singulièrement dans le maintien de la paix. C'est dans le cadre de la mise en application de la résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies. La célébration du 10e anniversaire de cette résolution des Nations Unies coïncide avec la déclaration de Paris sur le climat. C'est ce qui a inspiré les panels d'experts de la résolution 2250, chapitre RDC, d'organiser le Forum national sur le climat, la paix et l'entrepreneuriat écologique, question de lier la paix au changement climatique. De nos jours, on ne peut pas évoluer si on n'implique pas les jeunes dans les questions climatiques, dans le changement climatique, dans les questions environnementales, parce que tous ces éléments nous sont imposables pour le moment. Grâce à l'appui de Cussion Internationale, nous avons pu réunir les jeunes. On leur a appris c'est quoi l'entrepreneuriat écologique, comment les jeunes doivent s'investir pour être des agro-business, comment ils peuvent s'impliquer dans les questions de l'entrepreneuriat, mais aussi faire d'eux des acteurs de paix. La paix est indispensable. C'est comme ça qu'on a voulu lier l'utile et l'agréable, l'environnement, le climat et la paix. Et on a eu des éminents orateurs qui ont expliqué les liens qui existent entre l'environnement, la paix et le climat. À la fin de la cérémonie, tous les acteurs de la société civile qui ont milité pour le changement climatique et l'instauration de la paix durable en RDC ont été primés. Je le disais à l'entame de cette édition, le ministère de la Justice et celui de l'Éducation nationale renforcent leur coordination pour lutter contre les violences en milieu scolaire. Les deux ministres d'État ont eu une séance de travail au cours de laquelle le ministre d'État Guillaume Gueffa a relevé les efforts déployés pour faire face à la recrudescence de violations de droits de l'enfant en milieu scolaire. Rudis Kitoto et Camille Djoko. Chaque enfant a droit d'être protégé contre toute forme de violence et ce droit est garanti par la Constitution de la République. Face à la montée des violences basées sur le genre en milieu scolaire, des nouvelles stratégies mises en place par le ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté concernant des mesures administratives. La ministre d'État de l'Éducation nationale, Raïssa Malou, entend collaborer avec la justice pour renforcer des sanctions à l'égard des auteurs de violences basées sur le genre en milieu scolaire. À l'issue de cette rencontre de travail, le ministre d'État de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Gueffa, a salué les mécanismes déjà mis en place par le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. La stratégie mise en place par le ministre d'État, ministre de l'Éducation, pour adresser ces questions, c'est en conformité avec cette convention. Donc il y a eu deux mesures administratives prises pour sanctionner le personnel au niveau de l'éducation, des acteurs qui ont été avérés responsables de ces actes, qui peuvent, s'ils sont présentés devant un juge indépendant, peuvent constituer des crimes au regard de la loi nationale. Cette rencontre témoigne d'une volonté politique de faire de l'école un lieu sûr, protecteur et inclusif pour tous les enfants. Santé à présent, le centre hospitalier universitaire, ex-hôpital du Cinquantenaire, a été doté par le Fonds de promotion de la santé de 25 couveuses et autres matériels nécessaires pour une meilleure prise en charge de la femme enceinte et de nouveau-nés. Erika Bamba. Équipé en grande partie en matériel médicaux nécessaires et médicaments par le Fonds de promotion de la santé, le centre hospitalier universitaire du Cinquantenaire va désormais administrer des soins de santé de base gratuits aux femmes enceintes et aux nouveau-nés. C'est la grande annonce faite au cours de cette cérémonie de relance des activités de cette formation hospitalière par le ministre de la Santé publique, Dr Roger Kamba. Une annonce faite sous le regard admiratif du directeur général du Fonds de promotion de la santé, Mika Niembo Marius, et de son adjointe, professeur Claudine Chimanga, tous chargés de veiller à la réussite de ces gigantesques projets de la gratuité de la maternité. Je voudrais appeler les mamans qui habitent dans les environs, qui sont enceintes, qui ont besoin d'accoucher, de venir ici parce que leurs soins seront gratuits.
Parents et bénéficiaires présents lors de la cérémonie ont accueilli la nouvelle avec joie et espoir. Pour garantir l'efficacité de cette mesure qui vise à réduire sensiblement les taux de mortalité maternelle et infantile, le Fonds de promotion de la santé a équipé les CHU du cinquantenaire de 25 couveuses d'un lot de médicaments essentiels et de matériel médical nécessaire. Le coordonnateur de l'hôpital a exprimé sa reconnaissance au comité dirigeant du FPS pour cette dotation qui permettra de sauver de nombreuses vies. La santé maternelle et néonatologique, et l'hôpital dispose aujourd'hui de 25 couveuses de néonatologie fonctionnelles. Déjà en place dans 11 provinces, ce programme poursuit son extension progressive sur l'ensemble du territoire national. Politique à présent, la Chine exige au Rwanda le respect strict de la résolution 2773 du Conseil de sécurité. L'ambassadeur chinois accréditant RDC l'a dit au professeur André Mbata, secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, le lundi, lors de la remise d'un mémo à la représentation diplomatique de la Chine à Kinshasa. Robert Ndaye et Turbo Chimanga. Deuxième rencontre en l'espace d'une semaine entre le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, le professeur André Mbata Bitukume Soumangu, et l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Chine en République démocratique du Congo, Zhao Bin. Le professeur André Mbata Bitukume Soumangu est venu exprimer ses inquiétudes concernant l'impact de la présence des troupes rwandaises sur la stabilité régionale et invite les partenaires chinois à plus d'actions que de paroles. Nous remercions la communauté internationale pour les efforts qui ont été faits, notamment la résolution 2773 du Conseil de sécurité et l'accord de Washington, et tout en leur demandant, en leur disant, écoutez, l'accord ne suffit pas, les paroles ne suffisent pas, mais il faut passer maintenant aux actes pour que le Rwanda se retire totalement de notre pays et qu'il cesse tout soutien au AFCM 23. Parce que la Chine est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies et la Chine a présidé le Conseil de sécurité lorsqu'on a adopté cette grande résolution du Conseil de sécurité 2773. L'ambassadeur extraordinaire Zhao Bin, très solidaire au peuple congolais, a clarifié la position de la Chine qui exige le retrait sans condition des troupes rwandaises qui soutiennent l'AFC M23 dans les territoires occupés. Zhao Bin réaffirme l'engagement de la Chine à soutenir les initiatives de paix et le respect des accords signés et la résolution 2773. La Chine exhorte donc le mouvement M23 de cesser son intention de se retirer des villes occupées, dont Ouéra, et nous souhaitons vivement que la paix soit rétablie dans le plus bref délai dans l'est du Congo. Toutes les deux personnalités espèrent le retour de la paix à l'est de la RDC pour permettre au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de mettre en action ces 6 engagements. La guerre d'agression imposée à la RDC par le Rwanda fait trop de victimes. Le FARDC mérite le soutien de tout Congolais dans la défense de la patrie. C'est dans ces cadres qu'une matinée de sensibilisation a été organisée à Kisenso, Rodepana. La République démocratique du Congo est en guerre d'agression depuis plusieurs décennies. Les forces armées congolaises engagées au front doivent bénéficier du soutien total de la nation pour libérer le pays et rétablir une paix définitive dans les territoires occupés. C'est dans ce cadre qu'une matinée de sensibilisation a été organisée à Kisenso, à l'initiative du patriote Fiston Kabeya Kalala, expert en charge de suivi et paye des militaires au ministère de la Défense nationale, en collaboration avec la Ligue des jeunes de l'UDPS Kisenso et de l'organisation politique administrative au sein de l'UDPS, représentée par Alain Mubenga Kayembe. Thème abordé, les réformes et progrès de l'armée congolaise sous le leadership du président Félix Tshisekedi. Fiston Kabeya et Alain Mubenga ont souligné à l'intention de tous les efforts et exploits que ne cessent de réaliser les commandants suprêmes, principalement sur le plan diplomatique, la prise en charge totale des militaires et leurs dépendants. Les préoccupations soulevées par l'assistance ont été éclairées à la satisfaction de tous. Nous devons faire un réarmement moral. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, il a instruit au gouvernement, par le truchement de la première ministre, Madame Judith Soumina Toulouka. Celle-ci a instruit au vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Guy Kabomoma Diamvita, qui a mis en œuvre les trinômes FEC. C'est la formation, l'équipement
et le casernement. Ne faisons pas le jeu de l'ennemi. Les autorités sont en train de travailler. Encourageons nos FARDC. Avec l'appui de tout le peuple, derrière les chefs de l'État et les forces armées, la fin de la guerre est imminente et la paix durable est certaine. Étant donné que la République n'appartient pas à un seul individu, chacun est donc appelé à jouer sa partition. Politique toujours, l'Alliance démocrate congolais ADECO, soutient les actions du chef de l'État dans la pacification du Nord et Sud Kivu de la RDC. Les membres de cette formation politique ont aussi placé leurs mots au sujet de l'accord de paix de Washington. Yvette Mankoutima. L'Alliance des démocrates congolais ADECO salue l'accord de paix signé sous la médiation des États-Unis d'Amérique, mais la situation sécuritaire sur les terrains donne matière à réflexion. La contrainte de retrait sans condition des troupes AFCM 23 FPR de la ville d'Ouvira, ainsi que les menaces des sanctions américaines, sont des contraintes silencieuses liées à la notoriété du médiateur. La violation flagrante de l'accord de Washington a accéléré l'application des mécanismes d'accompagnement, entre autres le mécanisme de contrôle du cessez-le-feu et la levée des mesures défensives par le Rwanda. Restaurer les instruments de souveraineté et redonner à l'État sa puissance. L'ADECO invite le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, à renforcer le contrôle de l'exécution des travaux dans la ville de Kinshasa. Quant à la gouvernance provinciale de la ville de Kinshasa, l'ADECO soutient la construction sans pareil des infrastructures routières dans la ville de Kinshasa et encourage le gouverneur Bumba à renforcer la coordination et le contrôle des travaux. En ce qui concerne l'assainissement de la ville, le gouverneur doit organiser les états généraux sur l'assainissement de la ville de Kinshasa afin de dégager les lignes directrices d'une politique efficace de gestion des déchets, des eaux usées et des eaux de pluie. Les statuts particuliers, Kinshasa, comme ville-province, est au cœur de tous les problèmes qu'elle compte actuellement. Faire de l'aéroport international de Njili un lieu sûr et ordonné, c'est la raison de l'interpellation de certaines personnes dans le cadre de l'opération Sukola Aéroport. Fifi Mukundi et Gulin Nkassou. Au site aéroportuaire d'Njili, une vaste opération de sécurisation baptisée Sukola Aéroport se poursuit. Sur les terrains, plusieurs individus ont été arrêtés. Parmi eux, des officiers qui s'étaient improvisés, déclarant en douane, des enfants de rue impliqués dans des vols, mais aussi des tenancières des petits restaurants de fortune, accusés de créer des conditions d'insalubrité dans les locaux de l'aéroport. Le scénario le plus marquant reste celui des commerçants de boissons fortement alcoolisées, connus sous le nom de Supunatolo. Chaque suspect a dû justifier sa présence car le simple port d'un gilet imprimé au nom d'une entreprise ne suffisait pas. Des pièces officielles et des explications solides étaient exigées par les agents de contrôle. Nous avons été relâchés après avoir démontré que nous étions venus accompagner les voyageurs. Nous avons compris que l'aéroport est un site stratégique. Ouais, tout s'est bien passé, on n'a pas menacé, on n'a pas pris mes histoires, je suis rentré comme j'étais venu. Cette opération rappelle avec force que la plateforme aérienne de Njili n'est pas un marché improvisé, mais un espace hautement sécurisé. Toute présence doit être justifiée afin de garantir la sûreté des voyageurs et la crédibilité des installations du terminal aérien de Njili. Et puis ces nouveaux livres dans nos bibliothèques, Bâtir un empire familial. Odilon Kayuma pour plus de détails. Vis longtemps, encore plus longtemps que ton géniteur. Porté sur le fond baptismaux par le docteur Silas, cet ouvrage, Bâtir un empire familial, est un véritable best-seller, présenté en 3 tomes. L'auteur, Pasteur Grace Soumbela, met à la disposition du grand public les connaissances nécessaires. Objectif, permettre à chaque être humain, adulte sur la terre, d'en faire une boussole pour construire un empire familial basé sur l'amour.
Pour y parvenir, l'homme des dieux propose quelques vérités qu'une personne adulte doit observer. Il s'agit, entre autres, du mariage, institution divine à travers laquelle Dieu bénit les couples et lui donne intelligence et capacité pour bâtir un empire familial stable et prospère. Ils sont très menacés de disparition. Nous avons le devoir de protéger la nôtre. Et non seulement de la protéger, mais de travailler à son ascension pour qu'elle s'établisse à un niveau où elle devient une famille en pays. Le principe, c'est dans ces livres. Pour réaliser ces chefs-d'œuvre, l'homme des dieux s'est inspiré principalement du livre de Luc, chapitre 14, versets 28 à 30. Écriture biblique invitant tout adulte avant de s'engager dans une entreprise, à savoir le mariage par exemple, à prendre ses responsabilités, certes, pour réussir à bâtir un empire familial digne. La voix de Chimène Dondo. Madame et messieurs, voilà tout pour ce soir. Retrouvez Yvette Mankuntima dans quelques minutes pour la lecture de communiqués et messages de vœux à toutes et à tous. Bonne soirée. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à l'aube de la nouvelle année 2026 et à l'occasion des festivités de fin d'année, il me tient particulièrement